Retour sur le plateau de la semaine de l'Écho. Je vais retrouver en duplex d'Istanbul Delphine Minoui, qui est correspondante du Figaro à Istanbul, auteure de « Je vous écris » de Téhéran. C'est au seuil et bientôt en poche. Et également, elle a reçu le prix Albert Londres, Delphine Minoui. Et sinon, je suis toujours en compagnie de Nicolas Bavrez, historien, économiste et éditorialiste au Point, François Calfon, conseiller régional PS Île-de-France, et Guillaume Clossat, fondateur d'Europa Nova. Alors on va parler de l'Iran bien sûr, puisque le président iranien Hassan Rouhani a été reçu en grande pompe par François Hollande à Paris, à la clé des accords commerciaux avec des grands groupes français, Total, ADP, Bouygues, Vinci, SNCF, PSA. Manuel Valls évoque un partenariat, mais alors un partenariat jusqu'où? Économique, politique? Quelle est la nature de ce nouveau chapitre des relations avec l'Iran? Quelques réactions et on en débat ensuite. Nous sommes très heureux d'avoir signé cet accord. Nous espérons que d'ici fin 2017, nous serons en mesure de proposer à nos clients iraniens 3 nouvelles marques équipées des technologies les plus récentes. Demain, plusieurs accords seront signés, dont un accord important cadre justement entre nos deux pays sur les relations économiques, industrielles et en matière de communication. Le fait que nous avons passé cet accord avec le groupe 5+1, dont les États-Unis d'Amérique, un dossier très compliqué, et constitue un progrès en soi, un progrès. Delphine Minoui, vous m'entendez à Istanbul? Alors, on a l'impression que la France est plutôt bien positionnée avec ces grands groupes, alors qu'elle a été la plus ferme pendant les discussions sur le nucléaire. Alors comment l'expliquer? Oui, c'est vrai que les Français ont fait preuve d'une grande fermeté pendant les négociations sur le nucléaire. Il n'empêche qu'il y a une dimension très importante qu'il faut rappeler, c'est que les entreprises françaises ont toujours été très bien positionnées sur le marché iranien, à l'exception de cette parenthèse de quelques années de crise autour du nucléaire. Peugeot, Renault, ce sont des marques qui sont très connues à Téhéran, qui disposaient d'usines. Et donc, cette relation sur le long terme, eh bien, elle compte. Et c'est ça qui est payant à la fois pour les Français et pour les Iraniens, puisque les Français, notamment par rapport aux Américains, sont bien positionnés, notamment, ils comprennent mieux, je pense aussi, les rouages du système iranien très compliqué, ce qui leur donne quand même une certaine longueur d'avance par rapport aux autres. Alors, les Iraniens sont-ils des partenaires commerciaux fiables ? Ça, c'est une bonne question. Ce qu'il faut rappeler d'abord, c'est que les Iraniens sont durs en négociation. Ils l'ont prouvé pendant les discussions sur le nucléaire. On peut également citer ces discussions, ce marchandage de tapis dans le bazar iranien qui fait vraiment partie je dirais presque du savoir-vivre, du savoir-être de la société iranienne, mais plus particulièrement des hommes d'affaires. Et puis je pense qu'il y a une autre inconnue, c'est la marge de manœuvre réelle des compagnies iraniennes, des compagnies privées, mais également des entreprises étatiques, parce que dans cette espèce de mosaïque assez complexe du champ politique et également économique iranien, il y a également un autre acteur qu'il faut rappeler, ce sont les gardiens de la révolution, les fameux Pasdaran, cette espèce d'armée parallèle du système. On en parle beaucoup ces derniers temps dans l'actualité, notamment de par leur implication géopolitique, leur ingérence par exemple en Syrie, mais c'est une structure qui est très impliquée dans l'économie et dans les affaires du pays. Donc, dans quelle mesure les compagnies auront la marge de manœuvre nécessaire pour signer des contrats sans se faire bloquer ou mettre des bâtons dans les roues par les gardiens de la révolution? Oui, ça, c'est une question qui reste en suspens. Vous pouvez réagir justement à ce que vient de dire Delphine Minoui. Est-ce que justement les entreprises peuvent faire à peu près la pluie et le beau temps en Iran? Parce qu'on parle de cet Eldorado. Je reviens de Davos, on ne parlait que de l'Iran, tout le monde veut y aller. Est-ce que c'est effectivement un Eldorado? Non, mais je pense que faire la pluie et le beau temps en Iran, certainement pas. Et donc, il faut être prudent, les choses vont se faire progressivement. Mais incontestablement, il se passe une accélération spectaculaire. Il faut quand même rappeler la chronologie. L'accord sur le nucléaire, c'est le 14 juillet. La levée des sanctions, c'est le 16 janvier. Le 23 janvier, M. Xi Jinping est à Téhéran, 600 milliards sur 10 ans. L'Italie, 17 milliards, et en France, 25 milliards uniquement sur Airbus, plus tout le reste, les aéroports, etc. Donc, et derrière, si vous voulez, je crois que ce qui se passe, certes, il y a des freins, mais ce qui se passe est d'une certaine manière, le retour de l'Iran, il me semble très difficile de revenir en arrière. Pourquoi? Parce que d'abord, le système géopolitique a changé. L'Iran était l'État terroriste par nature, l'axe du mal. Aujourd'hui, l'Iran est notre allié face à l'État islamique. Par ailleurs, le régime iranien, il a eu le soulèvement de 2009 très dur.
Ensuite, une économie complètement bloquée, 10% de récession, 30% de taux de chômage. Et donc, les Iraniens eux-mêmes doivent débloquer leur économie s'ils ne veulent pas faire sauter le régime. Et c'est là où il peut y avoir un véritable espace qui va ensuite être alimenté par les avoirs qui sont débloqués. Donc le régime iranien, même si c'est très ambigu, même si le président Rouhani a vu tous ses candidats aux législatives invalidés par les conservateurs, les Iraniens, la société iranienne est très demandeuse. Et si on ne lui donne pas aujourd'hui un peu d'oxygène économique, le régime se met en risque. Et c'est ça l'espoir. François Calfon, à partir de quel moment on vend son âme quand on fait du commerce avec l'Iran? Je veux dire une chose, c'est une question qui pourrait s'étendre à toute la zone. À partir de quel moment, quand on fait une diplomatie à l'ouest de l'Ouest, on passe à côté des grands principes, on pourrait en parler sur la Syrie. Mais les Italiens cachent les vestales antiques pour justement... Oui, mais ça va au-delà. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une diplomatie à la Kouchner, si j'ose dire, très atlantiste, plus atlantiste que les atlantistes, qui nous a amenés dans le mur. En fait, on ne l'a pas vu, mais on est en train de réviser ces principes-là. Et s'appuyant sur finalement l'axe du mal, enfin une politique contre l'axe du mal, donc l'Iran, la Syrie, etc., on a, et maintenant on regarde ça différemment, on s'est appuyé sur l'Arabie Saoudite, on s'est appuyé sur... C'est de la réelle politique. D'accord. Et donc, la réalité, c'est que maintenant, et Nicolas Bavrez a bien fait de le pointer, les grandes nations ne meurent pas, les grands empires ne meurent pas. Donc, dans un ensemble régional aussi complexe, il était naturel et logique que l'Iran soit réintégré. Il y a bien sûr la dimension économique, mais il y a aussi une dimension ethnique, culturelle, civilisationnelle, qui peut-être est aussi finalement le relief qui est donné à ce retour de l'Iran. Avec cette dimension des droits de l'homme. Juste un point quand même, votre correspondante l'a bien signalé, c'est une société extrêmement bureaucratisée. Il y a déjà des Français qui sont présents en Iran, je pense notamment au système ferroviaire. Ils ont les pires difficultés à avoir les autorisations et à se faire payer. Donc il y aura un temps après le chiffrage un petit peu comme ça qu'aiment afficher les politiques, qui est la réalité des contrats. Ce n'est pas si simple. Non, mais paradoxalement, je pense que l'Iran peut être une pièce maîtresse dans la transformation de la région, parce que l'Iran, pour les raisons qui ont été évoquées, mais depuis toujours et malgré la Révolution, a gardé... au niveau de la région, beaucoup plus important. D'abord, c'est 80 millions d'habitants, c'est un potentiel. C'est aussi un pays qui a toujours eu une société civile qui n'a jamais véritablement disparu. C'est un pays qui a une tradition industrielle avec des vrais entrepreneurs. C'est un pays où il y a encore des lettrés, des intellectuels et un système de formation qui marche bien. Et c'est une société qui veut transformer. Et donc nous, on a intérêt, parce qu'il faut être objectif. Aujourd'hui, parmi les grands pays du Moyen-Orient et du monde arabe, c'est le pays finalement le plus solide où une révolution démocratique peut avoir lieu à un moment ou à un autre. Et maintenant, notre responsabilité, c'est, si on veut vraiment stabiliser la zone à moyen long terme, c'est de voir comment pousser les forces démocratiques, les forces intellectuelles, aussi dans cette dynamique, comme les Américains ont su le faire en Europe. Ou Delphine Minou, est-ce qu'on ne va pas trop loin tout de même lorsqu'on cache des vestales et qu'on est italien, qu'on cache des statues romaines pour justement ne pas choquer Hassan Rouhani? Qu'on n'invite pas à déjeuner pour ne pas boire de vin, pour ne pas choquer. Est-ce que les Européens ont besoin de faire ça? Oui, c'est vrai, ça fait d'ailleurs la risée. Enfin, les Iraniens en ont beaucoup ri sur les réseaux sociaux. Finalement, même concernant la question française, le vin sur la table, on a l'impression que de part et d'autre, finalement, ça relève de l'anecdote, mais chaque pays s'est enfermé dans des sortes de protocoles un peu superficiels, parce que, d'abord, du point de vue des Français, finalement, bon, pourquoi... Oui ou non, pourquoi ils auraient pu s'abstenir peut-être de poser du vin sur la table. Du point de vue des Iraniens, pareil, ils auraient pu accepter de se mettre à la table des Français et puis d'ignorer les verres de vin. Ils n'étaient pas obligés de se servir de verres de vin. Pour les statuts, c'est un... Et voilà, exactement. Et pour les statuts, c'est un peu pareil. Et encore une fois, ça relève du paradoxe iranien. C'est-à-dire qu'il y a un discours de façade où ils veulent rappeler aussi, je pense, pour la consommation interne, que l'Iran reste une république islamique. Donc oui, il ne faut pas regarder des statues trop provocatrices, jugées trop provocatrices en Italie. Mais pour l'anecdote, vous savez, si vous vous rendez à la résidence de l'ambassadeur de France à Paris, une résidence héritée de l'époque du Shah, quand vous êtes invité à déjeuner là-bas, vous levez la tête et vous regardez le plafond, et ce sont des anges nus qui décorent le plafond. Donc c'est complètement paradoxal. Il y a une grande hypocrisie autour de tout cela, Nicolas Bavrez? Non, mais franchement, c'est le jeu un peu traditionnel de la diplomatie. Pour moi, ça, c'est plutôt anecdotique. Je crois que... c'est l'ordre du symbole, c'est important comme symbole. Non, mais si on essaye de résoudre... Est-ce que vous disiez, est-ce qu'on vend ou pas son âme au diable? Il y a
une comparaison historique que je trouve intéressante, c'est Helsinki 75 avec les accords en direction de l'Union soviétique. À l'époque aussi, on avait ça beaucoup critiqué et en réalité, ça a joué un rôle fondamental. Tout le monde sait que l'Union soviétique n'a pas été battue militairement, elle s'est effondrée de l'intérieur par les peuples qui ont choisi un autre modèle. Je pense que pour l'Iran, le pari de long terme, Obama, il a gagné son pari diplomatique de court terme, mais le pari de long terme, c'est exactement le même. C'est l'idée que l'Iran, finalement, à long terme, va liquider la théocratie des mollahs comme la Russie a liquidé le communisme des soviets. Et je pense que ce pari, à long terme, personne ne sait quand, mais que ce pari est loin d'être idiot. Et par ailleurs... Donc il y aurait en fait un bouleversement des structures politiques liées à cette ouverture de l'économie. À cause de l'histoire, à cause de la société civile, à cause du système de formation. Et il ne faut pas oublier que sur l'économie, c'est un pays qui peut passer d'une récession... C'est un pays qui a vraiment le potentiel pour avoir 8 à 10% de croissance par an et pour devenir assez vite rentrer et qui en plus a la créativité. Dans les membres du G20. Il faut qu'on modère notre enthousiasme quand même, parce qu'il y a deux mots qui n'ont pas été prononcés de ce débat et qui sont quand même structurants. C'est les mots pétrole et gaz. Quand on a un baril à $30 qui peut passer à $10 avec une guerre gazière et pétrolière, notamment entre le Qatar et l'Iran, qui sont les deuxième et troisième producteurs mondiaux, avec une Russie qui s'inquiète, il y a quand même des éléments de déstabilisation qui sont tout à fait importants. Sur le deuxième aspect anecdotique mais important que vous disiez, la diplomatie économique finit par perdre nos principes. C'est quand même incroyable qu'on parle de menus de substitution qu'on interdirait en France et qu'on accepte de supprimer le vin, les femmes, tout ce que vous voulez, parce que business as usual. Business as usual. En tout cas, merci Delphine d'avoir été avec nous. Merci à tous les trois. C'est en tout cas vraiment un nouveau chapitre de l'histoire de l'Iran qui s'ouvre. Merci à tous les trois. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24.